Madame, Monsieur, merci de suivre votre magazine Kiosque. Nous sommes aujourd'hui mercredi 28 décembre 2022. Merci de nous rester fidèles, meilleurs vœux, meilleurs pour la nouvelle année qui va bientôt débuter, l'année 2023. Nous avons trois invités dans ce plateau de Kiosque. Nous avons trois invités. Nous avons Gramik Kangui. Bonjour Gramik. Bonjour Madame Gisèle. Mes vœux le meilleur pour merci la nouvelle beaucoup. année. Pareillement, je réitère également mes vœux à tous les Congolais qui sont en train de nous suivre dans cette grande émission Kiosque, et également mes salutations à mes co-débatteurs qui sont mes aînés également, et mes meilleurs vœux à eux. Alors en face de Gramik Kanga, il y a deux autres invités, ces co-débatteurs comme il venait de le dire. Eric Izami, bonjour merveilleux. Merci, bonjour. J'ai réciproque aussi la même chose à mon frère Gramik le Grand, c'est comme ça que je l'appelle. Et puis à tous les téléspectateurs, les Congolais particulièrement, qui nous suivent à travers cet écran. Merci beaucoup. Et à côté de Eric Izami, il y a Mike Gardidiana. Bonjour merveilleux. Bonjour madame, meilleurs vœux. Je crois que les bonnes notions m'exigent de réitérer mes meilleurs vœux à Gramik le Grand, que je revois après beaucoup de temps. À Eric Izami également, à vous d'abord, mais également à la grande équipe CCTV derrière qui, durant toute l'année, n'ont pas cessé de faire un travail merveilleux, de nous accompagner. Et aussi à la population congolaise, particulièrement à la population de Béni. Voilà, ça, merci. Et Marc Gardi Diana, Madame, Monsieur, nous avons reçu un journal dans ce plateau des kiosques. C'est l'agence congolaise de presse qui a titré ce matin « Problème technique à l'enrôlement, la CENI s'est justifié ». Notre titre de l'agence congolaise de presse, c'est « Assemblée nationale, une armée performante fondée sur les 6 fonctions stratégiques classiques ». Ce sont là les titres à la une de l'agence congolaise de presse. L'actualité ce matin, il y a un réseau, des espions rwandais qui a été arrêté par les services de sécurité de la République démocratique du Congo. Parmi eux, des Congolais qui sont également dans ce lot. Ces espions ont même tenté de se procurer un terrain du côté de l'aéroport international d'Indjili. C'est le vice-ministre de l'Intérieur Jean-Claude Moulipé qui l'a dénoncé, qui l'a annoncé au public. Nous allons donc analyser cette arrestation des espions. Autre sujet d'actualité, c'est la présentation du document de la politique de la défense de la République démocratique du Congo qui a été présenté hier par le ministre de la Défense, qui propose à ce qu'on puisse augmenter l'effectif de l'armée. Il était en briefing avec le ministre de la Communication, Patrick Mouyaya. Analyse des commentaires, c'est donc Kiosque. Processus d'enrôlement et d'identification des électeurs. Nous allons en parler également tout au long de ce magazine Kiosque. Nous sommes à la 5e journée, si je ne m'abuse. Nous allons commenter comment est-ce que ça se passe avec tous les problèmes techniques qui se rencontrent. Alors, je donne la parole premièrement à Marc Gardi Diana. Débutons avec ces coups défilés des services de renseignement qui ont mis la main sur un réseau d'espions rwandais qui travaillent en complicité avec les Congolais. Ils ont infiltré les services, plusieurs services, plusieurs autorités, du côté économie, du côté de l'armée et de la police. Quels commentaires vous faites par rapport à cette information? Merci. Je crois que sur les questions de la sécurité, je n'ai pas l'habitude de beaucoup extrapoler, seulement si ce n'est dire que c'est une très bonne nouvelle. Cependant, c'est pas un fait anodin, c'est quelque chose que les Congolais savent depuis toujours, que le pays voisin nous ont placés presque sous surveillance et qu'on est infiltré à l'intérieur. Ça, même les citoyens lambda le savent depuis un certain moment, par plusieurs mécanismes. Et je crois qu'aujourd'hui, qu'on arrête, c'est bien, mais le plus important aujourd'hui, c'est savoir anticiper aussi les choses. C'est peut-être un réseau qu'on a arrêté maintenant, et je suis sûr que c'est toute une chaîne. Après, il faudra remonter la filière et savoir à quel niveau, jusqu'à quel niveau le danger est extrême. Donc je crois que tout ce que je peux dire, c'est cela, mais
une interpellation, c'est aux Congolais en fait. La brèche, je voulais le faire aussi avec le constat que j'ai fait ici sur la manière dont les gens se comportent sur les questions de sûreté, notamment sur les questions pertinentes, notamment les questions des élections. Parce que le Congo est quelque chose de plus grand que soi. Qu'on ait des points de vue divergents, en politique ou dans tout autre domaine de la vie, quand il s'agit des questions de la République, apprenons à parler le même langage. Apprenons à mettre les intérêts avant. Vous verrez, quand vous parlez de cette question-là, j'ai suivi un acteur politique, j'aime pas citer les noms de gens. Faire croire à l'opinion que finalement, non, c'est encore une fois un coup de théâtre du régime, ils veulent donner l'impression qu'ils travaillent. À un certain moment, on commence à se demander finalement, que sommes-nous devenus? C'est une question pertinente. Congolais, qu'est-ce qu'on est devenu en fait en ce 21e siècle? Alors qu'aujourd'hui, j'ai l'habitude de le dire, si l'état de siège ne nous a pas permis d'avoir des résultats probants sur le plan militaire, mais sur le plan stratégique, cet état de siège nous a permis, cette fois-là, de faire évoluer le contexte. Cette guerre par procuration, autrefois, les gens qui tiraient des ficelles se cachaient derrière, sont mis à nu. Ça nous a permis aujourd'hui, quand vous regardez la carte sur l'échiquier international, le Congo a maintenant une voix qui porte. Aujourd'hui, les gens se sont rendus compte de la réalité que ce Rwanda qui s'est faisait passer pour la victime est en fait un bourreau. Et qu'aujourd'hui, même dans les approches diplomatiques, le chose change aujourd'hui. Je ne vais pas rappeler à l'assistance ici que désormais le Congo peut se procurer en armes sans forcément passer par la procédure d'information préalable. Ce sont des éléments qui justifient au fait que ces complots-là est mis à nu aujourd'hui et que tout dépend maintenant de l'efficacité en interne pour finalement aller jusqu'au bout de ces combats-là. Et à ce niveau-là, on croit encore. Il y a des gens qui continuent à croire que finalement, c'est du théâtre, c'est une blague. Ma foi. Mais on s'interroge comment est-ce qu'ils sont très facilement, comment est-ce qu'ils sont opérés. On ne peut pas dire qu'on les a mis la main juste au moment où ils opéraient. Ils étaient déjà là. Je vous raconte une scène. Sur la route de Selembao, il y a eu une station construite juste à quelques mètres avant d'arriver, l'arrêt, j'ai oublié le nom. Je n'ai pas l'habitude de retenir le nom. Quelque part, il y a une nouvelle station qui est construite. Un bon matin, le jeune arrive, se rend compte qu'il y a du mouvement dans les caniveaux. Décide de lancer des pierres, croyant que c'était juste des enfants de la rue qui avaient l'habitude d'être. À 2 reprises, les gens retournent des pierres, ils continuent, et puis c'est des armes qui crépitent, des coups de balle qui crépitent. En fin de compte, ils courent pour appeler la police, on arrive, et on trouve des gens à la morphologie rwandaise. Vous allez me poser la question à moi, comment sont-ils arrivés là? Le complot contre le Congo ne date pas d'aujourd'hui. Le Congo est sous surveillance de ses États voisins qui continuent à pilonner depuis 2 années. Arrêtons de croire que ce qui arrive aujourd'hui est un mal abstrait né de nulle part. C'est un problème qui existe depuis 2 siècles. Mais nous avons des services de renseignement, nous avons des services de la migration, nos frontières sont sécurisées. Posez-vous la question comment les 2 tours jumelles aux États-Unis sont tombées. Est-ce pour autant que le service de renseignement encore les systèmes d'autoprotection des États-Unis ne fonctionnaient pas? Madame, c'est de l'infiltration, ça veut dire qu'il y a une dose d'intelligence. On a été faible, et ça c'est sûr. Mais aujourd'hui, apprécions le peu d'efforts qui sont faits. Mais maintenant, le plus important, c'est que nous, on a envie qu'on aille jusqu'au bout. On ne veut pas faire dans la demi-mesure maintenant. Si on estime qu'aujourd'hui, le Congo peut parler et que le monde peut voir que finalement ce Rwanda portait des coups depuis toujours en dessous de la ceinture de la RDC, tout dépend maintenant de cette politique extérieure, faire renverser ce rapport de force. C'est tout ce que nous on demande maintenant. Il ne suffit pas d'arrêter. Mais après, qu'est-ce qu'on fait justement des éléments à notre disposition pour finalement mettre définitivement fin à cette guerre-là? C'est là où nous on attend. Nous, on n'est plus à discuter sur les éléments de fait. Nous, on n'est pas là. Nous, maintenant, c'est quelle est la politique mise en place pour que la dynamique qu'on a prise aujourd'hui nous conduise jusqu'à la fin définitive de cette guerre-là. Merci Magali Diana. Je veux revenir à vous, parce que l'autre fois vous avez évoqué la question de la cominière, cette affaire de bradage. Où en sommes-nous? Je vais revenir à vous après ces sujets des espions. Alors Eric Izami, cette information, cette dénonciation je ne sais pas si c'est pas ça, dénonciation du gouvernement par rapport à ces espions rwandais. Comment ils sont même arrivés à acheter un terrain, comme l'a dit l'autorité de la territoriale, acheter un terrain au niveau de l'aéroport international de Njili pour opérer. D'abord, il faut commencer par dire que ce que Diane a dit est vrai. Dans une république qui se veut une république moderne, démocratique, appelée à être
le leader au niveau de la sous-région, pourquoi pas au niveau continental, nous devons être autour de valeurs. Si quelque chose est bonne, nous devons nous tous être d'accord que celle-là, elle est bonne. Je crois qu'ici, il s'agit de la République, des gens qui nous infiltrent. Nous devons, nous, au niveau de la presse, nous qui sommes les journalistes, éviter de toujours ascenser le mal qui nous est fait par le voisin, que ce soit le Rwanda, l'Ouganda ou le Burundi et les autres. Pourquoi? Parce que nous considérons que, à force de parler de ces gens-là aussi, on prêterait flanc à ceux qui croiraient qu'ils sont réellement grands, suffisamment forts que nous. Non. En réalité, ils sont peut-être aujourd'hui organisés mieux que nous le sommes. Mais nul ne nous empêche à nous aussi d'être organisés et pourquoi pas les infiltrer aussi eux pour leur faire de problèmes. Ça, ouais. Hier, je salue ici l'initiative donnée par le ministre de la Communication et Médias, Patrick Moueyaka Temboué, qui hier a animé le briefing conjointement avec le ministre national de la Défense, Gilbert Kabanda. Et lorsqu'ils ont fait, ils ont fait la présentation de tout ce qu'ils ont pu faire pour la défense nationale, j'ai vu plusieurs généraux de l'armée, notamment des généraux qui représentent un pan de notre histoire. J'ai vu par exemple le général Baramoto. Quand on dit général Baramoto, tout de suite on pense au régime Mobutu. Et puis j'ai vu le général Etumba, Longila, ça fait penser au régime Kabila. Et puis j'ai vu le général actuel, etc., etc., ça fait penser au régime. Ils étaient tous là. Oui. C'est un peu comme pour corroborer ce que je disais ici. Nous devons être autour de valeurs. Et ça fait la nation. C'est la RDC qui est attaquée. Alors, je suis de ceux qui se sont toujours alignés à cette idée qui dit que le plus grand chantier que nous devons soigner, c'est l'État. C'est-à-dire que lorsque vous dénoncez le fait que ces gens-là sont arrivés jusqu'à acheter un terrain du côté de Kibomango, ça veut dire qu'ils pouvaient peut-être attenter à nos autorités au niveau supérieur, comme on a vu avec Abia Limana en son temps, 1994. C'est terrible. Alors c'est qui délivre les différents documents pour avoir droit à acheter un terrain quelconque ici en République démocratique du Congo? Ce sont les services de l'État. Et voilà pourquoi je dis, nous devons aiguiser ces côtés-là de l'État, de la République, vanter nos valeurs et puis surtout inculquer à nos enfants. Moi, je suis de ceux qui pensent que nous devons aller vers le bas, nos enfants, leur apprendre à aimer les Congos, leur apprendre à s'accepter entre eux. Lorsqu'ils vont grandir, ils ne vont pas aller jusqu'à se trahir au niveau de vendre un terrain du côté de Kibomango. Kibomango, on n'est pas loin de l'aéroport international d'Indjili, de là où nous viennent nos autorités qui veulent partir ou qui veulent revenir au pays. Ça peut nous créer des ennuis. Et puis pour l'infiltration, j'en avais parlé dans un autre plateau, c'est mon ami Bossembe là-bas, Congo-Bèze. Je disais, et en réfléchissant à haute voix, nous avons 450 tribus et 250 dialectes. Imaginez un peu si on pouvait être imaginatif et dire par exemple que dans notre service de renseignement, on va apprendre à tous les agents à parler Mbandi par exemple. Ou que si je dis Mbandi, vous direz, ah non mais il est allé dans le nord ou Bangui-Mono. Je prends par exemple le cas d'une autre dialecte ici, Yansi. On dit, tous les gens qui travaillent dans les services de sécurité, ils parlent Yansi en sourdine. Même si vous êtes un Américain. Comment est-ce que vous allez intercepter nos messages? Dieu nous a tellement donné des non, on ne parlera pas du tribalisme. Non, non, c'est un code, c'est un service d'intelligence. C'est des gens qui, quand ils communiquent entre eux, nous autres qui sommes néophytes, nous ne devons pas être au courant. En fait, Dieu nous a tout donné, maman Gisèle. C'est à nous juste de nous organiser. Et aussi, ils vont chercher et nous allons, sans problème, mais seulement lorsque nous sommes véritablement organisés, nul ne pourra nous faire des problèmes. Mais le mal de chez nous, c'est quoi? Pendant qu'il y a d'énormes efforts, vous et moi, malgré tout ce que nous pouvons avoir comme préoccupation, mais nous sommes là pour servir notre population. Pendant que nous coupons en quatre pour le faire, il y a d'autres qui, eux, au lieu de se couper en quatre dans le bien pour faire du bien, pour faire avancer la République, et ils se coupent en quatre pour d'aventure anéantir les efforts déployés par la République pour avancer. Hier, je disais ici que j'étais en train de saluer l'initiative du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, avec le briefing. On a mis en place cette présentation de tout ce qui a été voté, comme pour ragaillardir nos troupes. Quand on dit seulement l'armée, il y a en douce les services de sécurité aussi. Alors quand on dit nous sommes à 100 millions d'habitants et que nous envisageons, si au bas mot nous pouvons avoir ne serait-ce que 500 000 soldats du rang, et puis si on a un nombre aussi suffisant pour les services de renseignement, on pourra quadriller. Et puis, une autre recommandation, c'est que je voulais juste rappeler, que nous ne passions pas à côté de ce que nous avions décidé. Parce que malheureusement, chez nous, c'est quoi? On réfléchit bien, on s'accorde sur de bonnes choses,
Mais lorsqu'il faut passer à la pratique, c'est là qu'il y a toujours eu des cassures. Je peigne juste un exemple. Lorsque nous sommes allés au dialogue Sun City, on avait dit qu'on devrait avoir, par exemple, des bases militaires partout où nous avons des frontières. Ça avait été aussi dit en son temps lors des conférences nationales souveraines, on était des enfants à l'école primaire. Mais on passe toujours à côté de la plaque. Mais maintenant, là qu'ils ont décidé de pouvoir mettre suffisamment de moyens pour l'armée, je crois que c'est un autre sujet, Eric. Ça sera notre deuxième sujet. Nous parlons de l'infiltration que nous devons combattre. Oui. Nous devons le combattre, nous tous. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement les hommes en armes. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement les hommes en armes qui peuvent défendre le pays. Une fois, sur la route, il y a quelqu'un qui m'a posé la question. Vous, journalistes, vous nous dites que le chef de l'État a fait un appel général à la population pour lutter contre l'ennemi. Nous, population citoyenne comme ça, civile, quel peut être notre apport dans la lutte contre l'ennemi qui est le Rwanda ou le Burundi ou l'Ouganda? Je leur ai dit, ne serait-ce que pour l'information. Quand nous collaborons avec nos services de sécurité, notre police, notre armée, que moi j'ai remarqué que dans mon quartier, il y a un mouvement suspect. Je remarque que X monsieur n'a jamais habité avec nous, mais voici ce qu'il fait, voici comment il se comporte. C'est déjà apporter quelque chose. Et les gens qui sont outillés, qui ont appris comment sécuriser la population, et c'est bien, savent comment s'y prendre pour démanteler davantage, parce qu'on dit que c'est un réseau. Moi, je vais même vous étonner, je suis même prêt qu'on utilise même les gris-gris de nos ancêtres. Oui, moi je suis d'accord. Pour démanteler. Alors, voilà. Gramic le Grand, bien qu'il y a la complicité des Congolais, qui a été tellement qu'il faut punir, hein. Ceux-là, ils doivent vraiment subir la rigueur de la loi. Mais cela aussi ne pousse pas qu'on puisse réorganiser la politique de l'administration, je ne vais pas dire municipale ou quoi, de chefs des quartiers qui n'existent plus, des chefs de rue. C'est-à-dire que quand il y a quelqu'un, un infiltré, un inconnu, il est vite repéré parce que tous ces services-là fonctionnent normalement. Merci beaucoup, Madame Gisèle. J'ai vu un instant ici mon aîné Serge, le célèbre Serge Kabongo. Je profite pour passer cette information du CESAC. Les CESAC organisent un échange aujourd'hui, c'est mercredi 28 décembre à l'hôtel Béatrice à 11 h, juste après cette émission. Les CESAC convient tous les journalistes, tous les professionnels des médias pour la présentation officielle du plan de régulation des médias en RDC. Et toutes les préoccupations des journalistes, toutes les inquiétudes trouveront réponse et satisfaction. Donc, tout journaliste qui a des questions à poser sur la gestion, soit les fonctionnements du CESAC sous Christian Bossembe, le nouveau président, il peut passer là-bas pour poser ses questions et ses inquiétudes trouveront solution. Alors, pour répondre à votre question concernant ce qui s'est passé, la dénonciation, soit ce qu'a dit les gouvernements, sur ce qui s'est passé concernant ces réseaux, moi ce qui m'a fait mal, c'est le fait que ces réseaux démantelés aient acquis un patrimoine foncier dans les périmètres de l'aéroport d'Ndjili. Dans les périmètres de l'aéroport d'Ndjili. Moi, je suis très inquiet. Et quand j'ai entendu Mike Gardidiana dire qu'il a essayé de comparer ce qui s'est passé aux États-Unis un certain 11 septembre avec cette histoire, moi, je ne suis pas d'accord. Ce qui s'est passé avec ces réseaux démantelés, c'est tout simplement la faillite d'un État. Parce que on le sait nous tous que dans ces pays actuellement, l'autorité même des chefs des rues, des chefs des quartiers n'existe plus. Là, j'évoque même un député national qui se bat pour ça, M. Ntingi Pouloulou. Comment expliquer en République démocratique du Congo, précisément ici dans la capitale, il n'y a plus de chefs des rues, il n'y a plus de chefs des quartiers. Alors, comment identifier les nouveaux venus qui vendent des terres? Comment expliquer que des espions ont ou soit auraient acquis de l'espace dans notre pays? Et jusqu'à présent, on ne sait même pas, ils l'ont acquis pour combien, ils l'ont acquis déjà, depuis quand? Qui leur a octroyé? C'est toutes ces questions qu'on doit se poser. Et cela montre déjà la faillite d'un État. Il n'y a pas autre chose à dire si ce n'est pas la faillite d'un État. On doit être sérieux. Dans un pays sérieux, il y a toujours les contre-espionnages. On ne doit pas pleurer, on ne doit pas se plaindre matin, midi, soir qu'il y a de l'espionnage, parce que c'est naturel. Ça se passe dans tous les pays du monde. C'est à nous de s'organiser au niveau interne pour mettre en place les contre-espionnages. Et espionner aussi le Rwanda, comme a dit Eric Izami. Pas seulement espionner le Rwanda, mais pour aider à contrôler notre espace.
Parce que quand ces gens-là se mettent pendant beaucoup de temps, apparemment, parce que le fait d'acquérir un espace, un terrain, c'est-à-dire que ces gens-là se sont même habitués avec la population environnante, ou soit la population locale. Et si c'est non loin, dans les périmètres de l'aéroport d'Ndjili, les lieux qui est censé être mieux sécurisés, il y a des gens qui vivent là-bas, des espions, et on repère ces gens-là après un bon moment. Moi, je m'étonne. Si je rentre dans l'histoire des 2 tours jumelles, là, c'était un avion venu d'ailleurs qui percute directement les 2 tours. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Donc, ça n'a rien à voir. C'est des avions qui viennent d'ailleurs, qui percutent directement les 2 tours. Ça n'a rien à voir. Mais ici, ce sont des gens qui ont élu domicile pratiquement dans un espace et dans les périmètres de l'aéroport. Mais Rami, vous ne voulez pas dire que l'espionnage, c'est seulement en République démocratique du Congo? S'il vous plaît, je l'ai dit, c'est comme ça que j'ai dit. L'espionnage, ce n'est pas un fait extraordinaire. Dans ces 21e siècle, en tout cas, c'est ordinaire. C'est dans tous les pays, même la France les subit, les États-Unis. Mais c'est à nous de nous organiser, de mettre un contre-espionnage à tout temps. Ce n'est pas qu'on est là, très surpris. Il y a des gens qui sont là-bas depuis un bon moment. Ils ont acheté même un terrain. Et puis, après un bon moment, les autorités de notre pays nous balancent que non, ces gens-là ont acquis même un terrain. Moi, je pense que c'est la faillite d'un État. Nous devons nous organiser et mieux nous organiser. Je pense qu'on doit rétablir l'autorité d'abord de ces chefs de rue, comme je disais, parce que ce sont ces gens qui repèrent les nouveaux venus. Les nouveaux venus dans un quartier. Aussi longtemps, il n'y a pas de chefs de rue, il n'y a pas de chefs de quartier, il n'y a même plus l'autorité des chefs de village, des chefs de terre, ainsi de suite. Il y a beaucoup de failles dans notre pays. Et c'est la même raison, ou soit ce sont pratiquement les mêmes causes qui poussent, ou soit qui conduisent à ce qui se passe même à l'Est, même à Kwamouth. Il y a un problème et que les chefs des terres, les chefs des villages, ainsi de suite, leur autorité est déjà bafouée. C'est tout un problème qu'on doit essayer un peu de revoir dans ces pays, parce que moi je pense qu'on doit être très sérieux. C'est ce que je pourrais dire dans cette histoire. Mike Gardy, vous avez à répliquer par rapport à ce qu'a dit Gramik. Bon, en fait, je comprends Gramik. Il n'a pas accepté cette comparaison des tours jumelles et l'espionnage en RDC. Là où on est d'accord, il sait que l'espionnage aujourd'hui fait partie justement des instruments de politique extérieure de chaque État, surtout un État sérieux. Je veux aider Gramik. Quand il parle de ça n'a rien à voir avec l'avion ou autre, est-ce que Gramik sait comment est sécurisé le sol américain, l'espace aérien américain? C'est-à-dire que dans l'espace de 3 secondes, quand on repère un engin non identifié, on l'abat. C'était trop rapide aussi, hein, cet avion. C'est-à-dire, jusqu'à preuve du contraire, c'était le meilleur système de sécurité aérien. C'est-à-dire, dès lors qu'il y a un avion qui survole l'espace américain, dans le 3 secondes, on ne s'est pas identifié, on l'abat carrément. La question, c'est que d'où est parti cet avion-là? Comment est-il parvenu à faire 2 tours sans être repéré par X-Y structure. Vous savez, la responsabilité, c'est aussi ça. Ce qu'il oublie, c'est qu'il dit, ils ont acquis un périmètre. Oui, c'est très dangereux d'avoir les ennemis, encore les infiltrés, occuper une zone aussi stratégique. Parce qu'il y avait la complicité aussi. Oui, justement. Mais la notion de la responsabilité, c'est quoi? C'est arriver à contrer. Quand il parle du contre-espionnage, c'est justement ces services qui a fait qu'on puisse identifier et mettre hors état de nuire. Mais pas du coup, ça a pris du temps. Non, prendre du temps, oui, mais ça nous a épargné. Y a-t-il eu un danger là-bas? C'est ça, savoir prévenir. L'espionnage, ça arrive, mais être en mesure de pouvoir anticiper, être en mesure de pouvoir définir et déterminer les choses avant que le pire n'arrive. C'est ça la notion de la responsabilité. Le problème n'est pas d'infiltrer, le problème c'est avoir des services capables d'identifier et de contrer les actions d'espionnage. On ne peut pas traiter d'irresponsable quelqu'un qui a réussi à mettre la main sur un espion qui aussi bien avait tenté d'occuper une zone stratégique. On ne traite pas l'État d'irresponsable dans ce contexte-là. Soyons logiques envers nous-mêmes. Si vous voulez, moi je suis de ceux qui estiment que ce cliché qu'on nous a mis dans la tête, c'est que parce qu'on est Congolais, il y a des choses où on ne doit pas se comparer. Moi je suis de ceux qui estiment que c'est lui qui sait où il va, rêve grand. La meilleure façon de faire comprendre aux Congolais qu'on a dans ces continents la même vocation que les États-Unis,
c'est leur comprendre, c'est-à-dire commencez à vous comparer, c'est-à-dire mettez la barre très haute. Si un État pareil a été frappé, et encore plus, madame, que autant que les États-Unis faisaient face à une guerre terroriste, le Congo en fait face aussi maintenant. Depuis des lustres. Hein. Depuis des lustres d'ailleurs, je ne comprends pas autrefois, quand le gouvernement Mende avait dit qu'on fait face à du terrorisme, les États-Unis avaient refusé pour finalement le reconnaître 3, 4, 5 ans après. Ou qu'ils le faisaient à dessein parce qu'ils avaient raison en le disant. Exactement. Donc en gros, oui, ne traitez pas d'irresponsable un gouvernement qui a réussi à mettre la main sur un coup qui pouvait être très fatal pour le Congo. C'est là où je dis que je me suis permis de le dire, parce que si même la nation la plus sécurisée au monde a pu être infiltrée, si cette nation-là aujourd'hui, quand vous parlez sur les questions électorales, on vous dira qu'a été mis sous écoute par la Russie. Si cet État-là, les États-Unis, est espionné par la Russie, par la Chine et les autres, l'espionnage fait partie des instruments de politique extérieure des États aujourd'hui. Maintenant, quitte à nous, non seulement de pouvoir avoir des garde-fous, mais aussi d'espionner le voisin, surtout le voisin qui, généralement, nous met en mal. C'est un devoir légitime de l'État congolais d'espionner le Rwanda, d'espionner l'Ouganda, d'espionner le Burundi. D'espionner même nos propres enfants à l'interne. Même en interne. Même à l'interne. Je peux ajouter, madame. Même en interne, c'est un devoir d'espionner. Donc, en gros, ici, c'est un danger réel, oui. Et ce qu'il dit, je suis heureux que lui et Tsingui Poulou le comprennent aussi. Moi, je l'ai dit depuis 3 ans, que la plus grande faiblesse de la RDC, c'est cette forme de politico-centrisme de la vie. Tout est devenu politique. Société civile, même les chefs coutumiers, le pouvoir ancestral, qui généralement, il a donné aussi un exemple que je donne depuis 2 années, comme dans Kwamut. Ces problèmes entre communautés existaient depuis. Mais dès lors que même les chefs coutumiers sont devenus des valets des politiques, on place qui on veut là-bas, et se sont limités à être des commerçants des terres. Et ils ont perdu tout le pouvoir qu'ils avaient. C'est-à-dire que les vrais, le premier régulateur dans les entités territoriales décentralisées, ce sont ces gens-là. Mais aujourd'hui, le pouvoir politique a tout concentré sur lui. Et c'est ce qui fait qu'il est dépassé. C'est ça aussi le grand problème. Alors, Gramik, je reviens à vous par rapport à cette affaire. Gramik, vous voulez ajouter, parce qu'on ne doit pas s'éterniser sur ce sujet. Exactement. Je rappelle que le professeur Mbata a affirmé au niveau de la RTNC et même chez Christian Bossembe que non, le gouvernement a logé des rebelles ici, ou soit des terroristes, les M23. Le gouvernement les appelle des terroristes, mais le prof Mbata, c'est les premiers vice-présidents de l'Assemblée nationale qui les dit que le gouvernement a logé des terroristes ici pendant plusieurs mois. Comment s'inquiéter qu'il y a des espions? Quand le docteur Mukwege dit nos services de renseignement logent ou soit cohabitent avec des services rwandais dans des mêmes locaux, ici en République démocratique du Congo, précisément à l'Est. Aucune communication contraire ou soit aucune précision de la part de M. Patrick Mouya, le porte-parole du gouvernement. Est-ce que nous sommes sérieux dans ces pays? Ces dénonciations viennent du monsieur Dr Mukwege, qui dit qu'il craint parce que nos services de renseignement cohabitent, ils sont dans de mêmes locaux. C'est vrai, les gens... Là, il parlait de l'infiltration. S'il vous plaît, si vous sont infiltrés, là, il parlait de l'infiltration. Ne prenez pas au premier degré. S'il vous plaît. Moi, je reste dans les propos de M. Dr Mukwege. Les gens peuvent dire qu'il y a collaboration, partage des informations. Mais quand ils sont dans les mêmes locaux, ils sont ensemble... Sans les savoir, ils sont infiltrés. C'est peut-être ça son message. Les docteurs Mukwege, moi, je reste dans les propos de M. Dr Mukwege. Libre analyse à chaque personne qui depuis un temps est devenu politique. S'il vous plaît. Le prochain candidat président de la République. S'il vous plaît, Mike Gardidiana. Là, je donne des faits. Maintenant, comment s'étonner de cet espionnage? Déjà, il y avait des alertes des gens. Le docteur Mukwege l'a dit. Mike Gardidiana a dit que, même si c'est tard, l'essentiel est que le gouvernement a repéré ces gens-là. Si maintenant ces gens-là, pendant tous ces temps, ils arrivaient à commettre un forfait, parce qu'ils ont pris beaucoup de temps, le gouvernement ne doit pas dire que non, je suis en train... Et ce qui est même plus grave, la suite d'enquête, ça sera quoi? On sait dans notre pays, les enquêtes n'aboutissent même pas. Après ça, il doit y avoir des enquêtes. Voyons voir cette fois-ci. S'il vous plaît, quelle est l'enquête qui a abouti dans ces pays? La suite des enquêtes, ça sera quoi? Ils vont seulement rester là-bas? L'affaire Chébert.
S'il vous plaît. Voilà, vous avez une réponse. Et puis, ce qui est... Moi, j'en ai une dizaine. Ce qui est grave, il tombe directement pour dire que non, a laissé entrevoir, donc cet espionnage a laissé entrevoir la préparation d'un plat similaire à celui à la base de l'assassinat de Juvenal à Biariman. Je me demande pendant quel temps ces services, ou soit le gouvernement, a repéré que non, l'objectif c'était ça. Sans nous dire ces gens étaient de quelle nature, de quelle nationalité. Là, les services ne nous disent pas. Mais pour dire que non, c'est à la base d'un coup d'État similaire à Biarimana. Là, les services sont pressés de nous le dire. Mais pour donner l'identité de ces gens, les services ne nous donnent pas. Combien de temps ces gens-là ont fait, les services ne donnent pas. Même les délais, combien de temps ces gens ont fait ici, les services ne donnent pas. Mais pour dire que non, ça laisse entrevoir un coup d'État, là, ils donnent. En conclusion, s'il vous plaît, madame. Donc, nous nous réveillons matin, midi, soir avec ces genres de discours. Il y a un coup d'État, il y a un coup d'État, il y a un coup d'État. Quelle est la suite de l'enquête avec les généraux arrêtés ici à l'Est, ramenés ici au niveau de la prison de Ndolo? Jusqu'à présent, aucun résultat. C'est toujours ça. Nous tendons vers des élections. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais toujours des annonces, un coup d'État, un coup d'État. Donc, vous ne croyez pas ça? Moi, je pense que, je ne dis pas que je ne crois pas ça. Je suis en train d'analyser. Okay. Pourquoi seulement le gouvernement a épinglé ce point, un coup d'État? Pourquoi ne pas dire autre chose? Seulement le coup d'État. Donc, tout espionnage vise le coup d'État, c'est ça? Merci, Grammic. Grammic, moi, je voudrais quand même que tu te rendes compte qu'il s'agit de la République démocratique du Congo. Exactement. Notre seul héritage en commun. Nous ne devons pas laisser entrevoir une image selon laquelle dans notre communauté on dira que chez eux, même lorsqu'il s'agit de la sécurité, de la sûreté, ils sont toujours divergents. Non, il analyse, il donne... Oui, je veux bien, mais je suis écœuré que de savoir que Grammic voudrait que les services de renseignement nous étalent toutes les informations sur la place publique. Non, ça ne se fait pas. Mais pourquoi à chacun son boulot. Je crois que... Non, ici, aimons ce pays, papa. Nous avons des enfants qui nous suivent. Pourquoi ils nous ont dit à leur niveau aussi, lorsqu'ils vont accéder à des postes de responsabilité, ils auront besoin de nos expériences. Parce qu'on est tout le temps divisés. Je disais ici que nous devons être par moment autour de valeurs, parce qu'il s'agit de la maison. Quand la maison brûle, bon, est-ce que nous aurions voulu que ces gens arrivent jusqu'à commettre des forfaits? Non. Merci Eric. Alors nous allons passer à autre chose. Je reviens à vous, Marc Gardi-Diana, avec l'affaire Cominière. Où en sommes-nous? Qui a bradé? Pas l'élection, Cominière. Oui, ça sera un autre sujet. Ce que j'avais promis, oui. Allez-y. Merci pour la question, même si j'ai encore beaucoup de choses à dire à Grammic. Mais bon, on va revenir après. Sur la question cominière, je crois que vous faites bien de poser la question. On était sur ces plateaux ici avec des gens qui estimaient que justement, finalement le Congo et que AVZ était une entreprise sainte qui disait des vérités. J'ai eu la chance, j'ai dit, bon écoute, généralement les journalistes ont pris l'habitude d'aller généralement utiliser le fighting, le coup. Au lieu d'aller dans le coup, expliquons la vérité à l'IGF particulièrement. À l'opinion. Parce que une entreprise qui arrive, qui dans sa forme n'a pas de capacité à pouvoir exploiter le projet du lithium. Dans le Manon, non? Dans le Manon. C'est-à-dire que on lui a donné la possibilité d'aller faire un montage financier pour finalement que le projet naisse et que l'exploitation commence. Cette entreprise-là a acquis 60% de parts d'une entreprise. Mais la question c'est que comment AVZ a acquis ces 60%? Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucun document, personne n'est à même d'expliquer comment et à combien. Cette entreprise arrive, va en Australie pour pouvoir faire le montage financier, il se rend compte que c'est un marché juteux. Pour avoir le droit, la liberté d'agir comme il veut, il estime qu'il lui faut 75% de parts. L'entreprise revient, cette fois-là, sollicite le 15% d'une entreprise. L'entreprise est en proposant 1 million par pourcentage de parts. Une autre entreprise qui est à côté dit non, elle donne 1 million, moi je peux donner jusqu'à 2 millions de cents. Il donne plus. Par principe de marché, on donne à celle qui propose le plus offrant. Maintenant, pour faire capoter le marché, AVZ va dire que non, la vente, la scission conclue avec Zijin est une scission irrégulière parce que la part vaut 10 millions.
Bon, si la part valait 10 millions, pourquoi quand toi tu voulais acquérir cette part-là, tu n'as proposé qu'1 million? Et cette entreprise a tellement diabolisé le contrat que finalement l'entreprise qui avait acquis ces parts-là a fini par se retirer. Maintenant, on lui dit, bon, ok, cette entreprise s'est retirée, les 15% sont encore là. Si tu estimes que la part vaut 10 millions, trouve des gens, des acquéreurs qui vont le prendre à 10 millions. Il n'a pas trouvé. Il n'a pas trouvé. Alors comment... Et finalement, les gens qui étaient autour pour protéger cette entreprise de droit australien, qui est une junior, n'a pas la capacité, n'a pas le moyen de pouvoir exploiter le projet, se rendent compte que finalement l'entreprise mettait l'État qu'on est dans la difficulté. C'est-à-dire on a préféré protéger une entreprise au détriment de la communière qui représente les intérêts de l'État. Alors comment expliquer cela aujourd'hui avec les rapports de l'IGF? Il défend une entreprise qui n'est pas... Non, il ne défend plus. L'IGF a compris. Il a compris aujourd'hui, finalement. L'IGF a fini par comprendre et décide cette fois-là de s'attaquer à la manière dont AVZ a acquis ses 60%. On lui avait expliqué ça. C'est l'information qu'on cherchait. Et puis on disait, finalement, l'IGF a compris. Bon, comment avez-vous acquis ces 60%? Parce que en droit, un contrat est formel lorsqu'on connaît l'objet et le montant. Comment pouvons-nous dire que ce contrat a été formel lorsque on connaît l'objet, qui est la scission de parts, mais le montant de l'objet n'est pas connu? Et qu'aujourd'hui, cette entreprise estime qu'elle a déjà mobilisé 600 millions pour le projet. Ma foi, va à Manono, l'entreprise, à part le puits qu'on avait, le forage qu'on avait fait pour vérifier l'existence de la matière, rien n'est fait. Les 600 millions logés dans une banque en Australie, comment ça se gère, on ne sait pas. Les autres entreprises minoritaires n'ont jamais vu les bilans financiers, les états financiers de l'entreprise, connaissent pas depuis 2 mois. Et malheureusement, cette entreprise avait induit l'IGF en erreur. L'IGF a voulu défendre cette entreprise finalement. Il est revenu avec à la le raison. bon sens. L'IGF est revenu à la raison et commence à s'intéresser à des questions de fond. Et là, maintenant, c'est là où je dis, il ne faudra pas que l'IGF, qui jusqu'à aujourd'hui, moi je le dis la main sur le cœur, quoi qu'on peut dire sur les errata constatés, a fait un travail qui a permis à ce que la situation économique de la RDC évolue un tout petit peu. Il ne faudra pas ternir cette notoriété par la précipitation et les contrôles en aval. Le contrôle doit être en amont. L'IGF doit, quand elle est devant un dossier, commencer par non seulement avoir l'avis des différentes parties, mais aussi en interne mener des enquêtes pour se faire une idée claire et exacte. Éviter de suivre des gens qui viennent juste dans l'idée de pouvoir paupériser l'État congolais. Ça veut dire que AVZ a voulu nous appliquer la politique de Dan Gertler. Je suis juste un simple commissionnaire, mais j'ai fini par m'enrichir sur la richesse de la RDC. C'est-à-dire que je vais aller, parce que quand vous, en droit des affaires, quand vous donnez 75% à un actionnaire, vous lui cédez complètement la gestion de l'entreprise. Et c'est ce que AVZ voulait pour finalement brader les lithiums de Manono. Heureusement qu'on a... On l'a dit matin, midi, soir, l'IGF semblait ne pas comprendre. Parce que les gens pensaient, on a toujours tendance à croire que quand c'est son frère congolais, forcément il y a des détournements, forcément il y a mauvaise foi dedans. Alors que ce n'était pas le cas. Et l'entreprise a dit, vous nous accusez de détournement. Voilà l'argent qu'on a pris. Vous nous accusez les 33 millions versés par Zijin en raison de 2 millions 200 par part, qu'on l'aurait bouffé. Non. Cet argent-là, puisque Zijin s'était retiré du contrat d'Atcom, Zijin nous a dit, ne remboursez pas, mais plutôt, donnez-moi un autre gisement que je vais exploiter. Ça veut dire que c'est de l'argent qui revient à la communière, qui va céder une part de ces gisements. Et cet argent-là devrait servir à la relance de cette entreprise qui était KO. Merci l'argent Marc logé dans un compte à Robank où l'IGF peut en avoir accès matin, midi, soir. Merci Marc. Je suis heureux que l'IGF Merci pour cette information, parce que maintenant les gens, on comprend que l'IGF a enfin compris que l'AVZ. Oui, merci beaucoup. Alors, je reviens à vous, Gramic, à travers un deuxième sujet. C'est la présentation du document de la politique de défense par le ministre de la Défense, Gilbert Kabanda, qui a proposé la parole. Je dois la donner à Eric. Hein, à Eric. Je ne sais pas. Je dois à Eric. À Eric d'abord, qui propose. Vous étiez même là, Eric, vous l'avez dit tantôt. Il propose qu'on puisse revoir l'effectif de l'armée. C'est ça. Non, pas revoir l'effectif. Augmenter. Oui, on se dit, nous sommes un joyau. Nous sommes un beau pays, une belle femme. Tout le monde veut nous créer des ennuis. Parce qu'il sait que chez nous, il y a le lait et le miel. Alors, pour protéger notre miel et notre lait, il nous faut de gardiens sérieux. Il nous faut former une armée réellement républicaine, professionnelle, dissuasive et puis à la hauteur des enjeux que représente notre pays. Et c'est ce que nous n'avons pas encore jusqu'ici réussi à faire.
Depuis 60, notre accession à l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, 62 ans après, bon, on a eu tantôt des hauts, c'est-à-dire on a eu quand même une période assez longue d'accalmie sous le président Mobutu, parce qu'il y avait une politique de bon voisinage avec tous nos 9 voisins. Même, malheureusement, Mobutu s'en est allé et les autres voisins ont développé des velléités que de vouloir venir prendre notre or, que de prendre notre coltan, etc., etc. Pour ne pas permettre ou faciliter cela, il nous faut avoir une armée. Et aujourd'hui, si on estime notre population à environ 100 millions d'habitants, il nous faut au bas mot avoir par exemple 500 000 hommes soldats, par exemple. Mais nous sommes à 150 000. C'est très peu par rapport aux enjeux. Oui. Mais Eric, l'efficacité de l'armée, ça dépend de la quantité ou de le tout à la fois. Le tout à la fois. La façon de traiter les militaires, par exemple. Les États-Unis d'Amérique sont on les met dans les bonnes conditions. Et, oui. Justement, vous n'avez pas tort, madame. Les États-Unis, réputés grande puissance mondiale, n'a pas pour autant arrêté de former des soldats. Jusqu'aujourd'hui, les États-Unis recrutent toujours. Et ils sont aussi bien traités. Justement, ce sont des défis auxquels nous devons faire face. Nous devons relever ces défis-là. C'est à nos autorités, à différents échelons, de pouvoir faire en sorte que l'armée ne soit pas perçue comme un pis-aller. C'est-à-dire un enfant qui n'a pas réussi à X doit être déversé là-bas. Non, ça doit être une structure d'élite. Des gens qui arrivent là parce qu'ils ont été formés, parce qu'ils aiment vraiment ce qu'ils font, ils vont servir l'État sous les drapeaux pour protéger l'intangibilité de notre territoire national. C'est cela. Nous devons arriver jusqu'à ça. Et pour ça, nous devons toujours, j'ai dit ici tantôt, que chez nous, ce n'est pas la réflexion qui manque, ce n'est pas la volonté qui manque. Chez nous, en fait, j'ai mal parlé, peut-être pas volonté. Chez nous, on réfléchit bien, on décide sur les bonnes choses. Mais la bonne volonté pour appliquer, c'est ce qui pose problème. Moi, je suis de ceux qui pensent que, par rapport à notre taille, par rapport aux enjeux, par rapport à tout ce qu'on dit, Gardi, Diana vient de parler d'un dossier important. Moi, je reviens de Manono, dans le Tanganyika. La population doit comprendre que c'est dans Manono qu'il y a 80% de la réserve mondiale du lithium. Or, le lithium, c'est un minerai stratégique qui permet la fabrication de toutes les batteries, que ce soit la batterie pour le téléphone, l'ordinateur, la voiture, etc., etc. Mais ça doit se jouer ici, chez nous. Les grandes puissances là se battent chez nous. Le bien à faire, c'est quoi? C'est de pouvoir sécuriser notamment ces minerais-là stratégiques. Parce que sinon, si on n'est pas capable de pouvoir le sécuriser, n'importe qui serait plus fort que nous viendrait s'accaparer de nos biens. Voilà, c'est cela. Et on est resté longtemps à la traîne, plutôt que de prioriser les questions de la défense. Chez nous, il y a même des dénonciations du genre, on a envoyé l'argent pour payer, par exemple, les militaires au front, il y a eu des tournements. On n'a jamais vu de punition. Tiens, on vient de recruter près de 10 000 jeunes. Mais s'il faut accorder à chacun de ces jeunes-là un logis, ça fera 10 000 maisons à construire. Tout ça, ça c'est un autre défaut de chez nous. Nous ne sommes pas souvent un peuple planificateur. Qu'est-ce que nous allons faire de notre armée dans 5 ans, 10 ans? Nous devons arriver à ça. Et je crois que la réflexion qui a été lancée est bonne avec les actuelles autorités. Mais encore faut-il qu'elles arrivent jusqu'à matérialiser. C'est-à-dire que le Parlement doit voter de budget conséquent et mobiliser l'argent et réellement donner aux militaires ce dont ils ont besoin pour évoluer et surtout permettre à la République démocratique. Alors, Grammic, le ministre parle des ministres de la Défense, bien sûr, de l'augmentation de l'effectif de l'armée. Et beaucoup s'interrogent, est-ce qu'en ce moment, on doit parler de l'augmentation ou d'améliorer les conditions de nos militaires, leur logis et consorts? Merci beaucoup pour la parole. Je pense que notre gouvernement trouve toujours des alibis. Avant, c'était l'embargo. On lève l'embargo, maintenant c'est l'effectif. Pourquoi évoquer cette question d'effectif aujourd'hui? Avant, ces ministres n'évoquaient pas les problèmes de l'effectif. C'est un prétexte pour justifier ce qui pourrait arriver. C'est-à-dire qu'on a mené un problème de l'effectif. On doit ajouter de l'effectif. C'est comme ça que moi je vois les choses. Pourquoi avant on ne parlait pas de ces problèmes d'effectifs? On ne parlait que d'embargo. Peut-être oublié qu'on devait payer des militaires à l'est du pays. On a avancé un chiffre, c'était 23 000. Et puis lorsqu'on a compté, c'était à 11 000. S'il vous plaît, Eric Izami. Eric, c'est Grammic qui a la parole. Avant, on nous disait, si la RDC n'arrive pas à combattre au niveau de l'Est, c'était parce qu'il y avait un complot international, on nous privait d'acquérir des armes. Et ce n'est pas faux. S'il vous plaît, Eric Izami, c'était ça la raison. On n'évoquait jamais l'effectif. On n'évoquait jamais l'effectif. Mais aujourd'hui, à ma grande surprise, on évoque l'effectif.
Moi, je pense humblement que l'effectif actuel ne pose aucun problème. Les problèmes, c'est quoi, alors? Ne pose aucun problème. Les problèmes, c'est quoi? Est le sérieux au niveau de notre armée. Il n'y a pas de sérieux. Il y a l'infiltration. Les soldes des militaires sont détournés. Les munitions sont vendues. Il faut d'abord voir tout le monde, ces problèmes, tout le monde les sait. Mais quand on évoque c'est un problème d'effectif aujourd'hui, moi je me dis c'est un prétexte pour détourner les peuples congolais de la vraie vérité. Que nos autorités cessent en tout cas ce genre de pratiques. La vraie cause de ce qui se passe avec notre armée, tout le monde les sait. Les recrutements ne sont pas bons, la formation, n'en parlons même pas. Et maintenant, déjà, on a un effectif de plus de 150 000. Il n'y a pas un moyen conséquent. Alors si on ajoute... Merci Grammy, nous sommes arrivés à la fin. Diana, si vous allez conclure par rapport à ces dossiers. Non mais je crois que je veux... Très vite, hein, parce que Moreau nous fait déjà signe. Moreau, 2 minutes. Je crois que moi, je ne veux pas conclure sur ces dossiers-là. Ce qu'il faudra juste dire un peu à Grammy, c'est que quand on a évoqué le problème d'effectifs, on n'a pas dit que c'est la cause de ce qui se passe. Tout État sérieux se projette. On estime que cette fois-là, après avoir subi... C'est la communication, mais après suivi des revers, je crois qu'il faut augmenter l'effectif, cette fois-là, pour essayer de renforcer l'autorité de l'État dans les différents coins. C'est une réflexion qui n'a rien à voir avec le fait de vous dire parce que, à cause de... C'est pas ça. Je ne veux pas chuter par là, je vais revenir sur une question plus importante. Nous sommes arrivés à la fin, malheureusement. Je suis à la fin. Dans les 30 secondes qui restent. 30 secondes. Mais il y a beaucoup de choses à parler. Le Congolais doit doivent prendre conscience, les degrés de l'autodérision qui nous arrivent va nous porter préjudice un jour. Et ça commence déjà. J'ai vu de Congolais porter de l'opprobre à cause de problèmes techniques au niveau de la CENI. Ça, c'est maladroit. Il y a des problèmes techniques, certes, c'est vrai. Il y en a eu dans chaque processus électoral. Je pèse bien mes mots. Dans la CENI, il y a des amortissements pour les erreurs techniques. Cette fois-ci, qu'on imprime une carte où les impressions sont à côté, ne remet pas en question un processus électoral. Alors nous allons revenir avec ce sujet. Nous allons revenir malheureusement. C'est ça même le sujet. S'il vous plaît. Mais vous avez voulu parler de l'espionnage. Moi, je vous ai dit, alignons les processus électoraux. Nous allons revenir avec vous trois demain. Demain, en tout cas, nous excusons, on va revenir avec vous trois demain. Allons nous faire enrôler alors. Merci Eric, merci Marc, il faut que les gens s'enrôlent. Gramic, merci à vous. Et la CENI a le moyen de pouvoir s'il vous plaît, corriger ces spectateurs. Nous retrouvons demain à la même heure avec la même équipe pour parler enrôlement. Au revoir.